histoire du soldat. Je pense que c'est un conte qui a réussi à avoir une portée universelle. Il y a une dimension mythique à cette histoire, véritablement mythique. Des histoires de soldats qui reviennent, ça traverse toute la littérature. Ça commence avec Martin Guerre au XVIIe siècle, qui rentre chez lui, que sa femme ne reconnaît pas. C'est le colonel Chabert chez Balzac, qui lui aussi est enterré pendant les guerres napoléoniennes, et qui revient 10 ans plus tard, sa femme est mariée avec des enfants, il a changé d'identité. Donc cette histoire du soldat mort qui revient en quelque sorte, puisque c'est ce qui se passe lorsqu'il rentre chez lui, et on pense que c'est un fantôme. Ce fantôme qui revient de la guerre, c'est une sorte d'archétype qui existe depuis à peu près les grandes guerres du XVIIe siècle. Évidemment, totalement réactivé par les guerres napoléoniennes et par la Première Guerre mondiale. Par exemple, chez Brecht, vous avez la deuxième pièce, c'est un soldat qui revient du front et qu'on pensait mort, et tout le monde dit, mais retourne dans la tombe, espèce de cadavre, tu pourris, laisse-nous vivre. Et lui dit, mais vous êtes des planqués de l'arrière, vous m'avez volé ma vie. Donc il y a toute cette espèce de dialectique, comment est-ce qu'on fait pour revenir de la mort, revenir de la guerre. C'est ce que dit le soldat d'ailleurs, on a triomphé de la mort, on va vaincre la mort, on va vous sortir de la mort, on est sorti de la mort, on va vous sortir de la mort. Et je pense que c'est ça sans doute qui est une des choses les plus forte, c'est que, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que cette histoire est écrite en pleine guerre, 1917. 1917, c'est l'année du chemin des dames, donc c'est des dizaines de milliers de morts, c'est juste après Verdun, 500 000 morts, c'est l'année des grandes offensives ridicules, où pour 2 mètres, littéralement, il y a des massacrés à la mitrailleuse, des armes sont perfectionnées, bon, c'est une guerre qui fait, comme vous le savez, 20 millions de morts, donc c'est la grande guerre industrielle, et surtout aberrante. Donc c'est vraiment une sorte de perte de sens radicale, parce que au moins la guerre de sécession, qui était déjà une espèce de grande guerre de masse, il y avait la question de l'esclavage, de la partition des États-Unis, les guerres napoléoniennes, les guerres révolutionnaires. Bon. Mais là, c'est une guerre qui est non seulement industrielle, donc de masse, et en plus de ça, c'est une guerre qui, littéralement, se fait pour rien. Ça veut dire qu'on meurt pour 2 mètres ou 3 mètres, à la différence de la Deuxième Guerre mondiale, où là, pour le coup, on mourra pour ou contre le nazisme, la liberté. Donc au moins, dans toute son horreur, la Deuxième Guerre mondiale, avec ses camps, ses exterminations, ses horreurs, pourra tracer une espèce de ligne de partage entre, disons, une forme de bien et une forme de mal, pour aller vite. En tout cas, des conflits d'idéologie qui sont marqués. Or, avec la Première Guerre mondiale, c'est juste une question de territoire. Voilà. C'est une question de gagner sur les tranchées des autres, et ça dure 4 ans. Et en 1917, la guerre n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. On pense qu'elle va durer longtemps encore. Et quand la première fois qu'elle est représentée, cette pièce, fin septembre 1918, la guerre n'est pas finie non plus. Il y a d'ailleurs des grandes avancées allemandes, des grandes offensives. Donc il ne faut jamais perdre de vue que cette histoire qui paraît tellement abstraite par rapport à la guerre, c'est d'abord l'histoire d'un soldat. Ce qui est pour moi une des choses les plus frappantes et les plus passionnantes, c'est que cette histoire du soldat se passe, semble-t-il, hors de la guerre, puisque un soldat rentre chez lui. Début de la pièce. Rentre chez lui. Bon. Donc on a cette espèce d'arrière-plan fantomatique, d'espèce de sous-bassement que partagent tous ceux contemporains de l'époque, qui est la Grande Guerre, la très Grande Guerre, comme il l'appelle Lacader à l'époque. Donc cette espèce de contexte-là, ça fait une espèce de profondeur de champ, si vous voulez, on n'est pas seulement dans un conte irénique avec la princesse, le diable, il n'y a pas de fée, mais ça pourrait être le cas, vous voyez. C'est le contrepoint de cette horreur mondiale avec des massacres inutiles. Bon. Et ça, je pense que c'est tellement bien écrit que c'est là de façon souterraine, assez subtile. Parce qu'on peut se poser une question, c'est un soldat, mais contre quoi se bat-il, ce soldat ? Ce soldat qui rentre chez lui. Un soldat, a priori, hein, le métier de soldat, quel fichu métier, dit, fichu métier, toujours en route, etc. Donc, or, et de façon totalement abstraite, il ne dit pas tuer des gens, je suis blessé. Il n'y a aucune mention du front, rien. Il n'y a rien, il n'y a pas la moindre allusion, ni au niveau individuel, c'est les gueules cassées, hein, qui sont des gamins de 25 ans que vous voyez estropés dans les rues, regardez les tableaux d'Autodix, regardez toutes les avant-gardes, regardez ce que donne l'expressionnisme, avec vraiment les visages déchirés, regardez le cinéma de l'époque. Donc c'est ça les gueules cassées, hein, c'est pas les anciens combattants de 80 ans, c'est des jeunes hommes estropiés à vie. Donc ça, absent. Je veux dire, le soldat, il n'a pas une égratignure sur lui, semble-t-il. Bon, donc cette guerre individuelle, on ne la voit pas. La guerre collective non plus. Tiens, collègue, je t'appelle collègue parce que moi aussi j'ai été soldat, dit au début de la deuxième partie l'autre client qui arrive. Bah oui, mais collègue, comme si c'était un métier comme un autre. On fait son petit métier, comme dit la vieille, son métier de marchande. Donc c'est un métier parmi d'autres. Une espèce de neutralisation de l'horreur de la guerre,
qui fait que c'est comme s'il y avait une sorte d'apaisement, si vous voulez, de watts qui était posé pour faire ressortir autre chose. Et cette autre chose, c'est pas non plus la troisième dimension de la guerre, qui est la guerre industrielle et la guerre contemporaine. C'est que on n'a ni la guerre individuelle, ni la guerre collective, ça veut dire la fraternité des tranchées, on croit sur les routes d'autres soldats. Il n'y a pas non plus la référence historique à les déchirements de l'Europe, et puis ce monde industriel qui est à peu près totalement absent. Donc on est effectivement comme hors du temps, comme le dit le conteur. On est sorti du temps, on est hors du temps. Et pourtant, et c'est pour ça que c'est une grande œuvre, c'est qu'on est à la fois hors du temps et totalement dans le temps. C'est qu'on est avec les ombres portées de ce temps-là. Et je crois que c'est une des choses qui contribue à la puissance de cette pièce, c'est d'être absolument datée 17-18, et d'ailleurs de façon tout à fait canonique, alors qu'elle devait tourner, c'était le projet de Stravinsky et Ramu, elle ne tourne pas pour cause de grippe espagnole, qui fait plus de morts que la Première Guerre mondiale, hein. Pendant 2 ans, épidémie, c'est ce dont meurt Apollinaire et beaucoup d'autres. D'accord. Donc, ça décime, et donc, la conséquence même de la guerre, grippe espagnole qui porte mal son nom, hein, c'est les conséquences des combats, parce que c'est des crises d'hygiène, etc., des infections. La conséquence de la guerre, c'est que ce qui était prévu pour tourner après la guerre ne tourne pas. Bon. Donc ça a eu un impact direct sur l'œuvre, en tout cas sur le moment. Donc, contre quoi se bat le soldat? Voilà. Puisqu'il ne se bat pas contre l'ennemi héréditaire, qu'il soit anglais ou en l'occurrence allemand, il se bat contre quoi? Alors, est-ce qu'il se bat contre son chef? Puisque un des épisodes, d'ailleurs, dans la deuxième rencontre avec le diable, c'est le dressage du soldat, à droite, à gauche, tu reprends la position. Donc, est-ce que ça veut dire les petits contre les gros? Ce qui est aussi une des grandes, si vous voulez, ancienne, une des choses qui est très répétée, les petits soldats contre les chefs, possible, lui-même devenant un chef par la suite. Est-ce qu'il se bat contre lui-même? Une dimension de lui-même, laquelle? La tentation, une certaine pente, ce qui évidemment va nous faire entrer dans le conte. Est-ce qu'il se bat contre le diable, comme beaucoup de romans fantastiques? Combat qui est dialectique, c'est-à-dire à la fois une espèce de jeu de séduction, d'interaction, et en même temps de volonté de le battre. Alors, ce n'est pas le diable, mais c'est la mort dans le 7e psaume, et tout se fait dans une partie d'échecs contre la mort. Est-ce qu'on est capable de battre la mort? Vaincre la mort. Voilà. Vaincre la mort comment? Qui perd gagne. C'est le cas de Faust. Évidemment, c'est une réécriture de Faust. C'est-à-dire la question du pacte avec le diable pour avoir quelque chose. Et la question, c'est on obtient quelque chose en perdant l'essentiel. C'est l'espèce de jeu de dupe que fait le diable constamment. Savoir qu'est-ce que cet essentiel. Donc, il se bat contre le diable, il se bat contre lui-même, il se bat contre la mort. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle vie? Et je pense que c'est ça la question centrale de cette pièce, c'est quelle est la bonne vie? Quelle est la vie qu'on doit mener? Quel est le sens de l'existence? C'est pour ça que c'est sous ces airs de promenade fantastique, ça pose une question absolument fondamentale, c'est quel est le sens de la vie et quelle vie faut-il choisir, à supposer qu'on puisse la choisir. Puisque ces 15 jours de congé qu'il a, hein, cette espèce de congé de la guerre, c'est le temps où il n'est justement pas soumis à l'ordre militaire écrasant, regardez Les Sentiers de la Gloire de Kubrick, regardez le début de Au revoir là-haut, regardez le début du film de Jeunet et Caro aussi sur la guerre, regardez ce que ça donne, ça veut dire d'être des exécutants et des pions. Or, ce congé qu'il a, c'est le congé pour choisir sa vie. Quelle vie va-t-il mener dans cette espèce de dialogue, de dialectique avec le diable? Donc 1917, disais-je, et de surcroît, c'est écrit en Suisse. Très important, Ramu. Qu'est-ce que c'est que la Suisse à ce moment-là? Nous avons une Suissesse à notre table, donc je vais faire très attention à ce que je dis, parce qu'elle en est fière, et d'ailleurs c'est elle qui alimente les comptes de la compagnie avec, évidemment, ses caisses noires, puisque les Suisses ont l'argent à la fois des Juifs et des nazis, bien joué. Donc voilà, donc les Suisses, en l'occurrence, c'est un endroit qui est censé être neutre, mais comme le dit Tristan Tzara, qui lui-même est suisse et vit en Suisse, donc le père du dadaïsme, c'est une bonbonne de neutralité, la Suisse, à ce moment-là. Je trouve l'expression très juste, une bonbonne de neutralité. Ça veut dire qu'à la fois, oui, c'est un terrain qui n'est pas en guerre, mais qui se retrouve là-bas? Les émigrés russes, vous avez par exemple à Zurich Lénine, et en face, vous avez les dadaïstes, dans la même rue. Tout ça faisant un chahut du diable, et ce qui est le plus drôle, c'est que les autorités suisses ont plus peur des dadaïstes que des Russes. Bolcheviks qui vont prendre le pouvoir l'année suivante en Russie. Comme quoi, ils avaient vraiment une acuité. Donc là-bas, c'est une espèce de moment où tous les
toute la guerre, si vous voulez, de toute l'Europe, les émigrés, ceux qui ont fui le front, les intellectuels, les artistes, etc., se retrouvent et, eh bien, c'est une espèce voilà, de sentiment explosif. Et je pense que cette tension-là, souterraine, là aussi, sous les airs cool du conteur et de sa promenade et du décis qu'on va boire et de l'auberge, je pense que ça boue en dessous. Voilà. Quelque chose qui est relativement en tension. Donc, Suisse, 17-18... Et on a une forme de théâtre pauvre. C'est comme ça que le présente Ramu et Stravinsky. Les deux sont en situation difficile. Ramu n'a plus d'argent, il doit littéralement fabriquer ses livres à la main. Stravinsky est entre deux, il n'a plus d'argent pour faire voilà, les grandes œuvres qu'il voulait. Donc il s'agit d'aller à l'essentiel, d'aller à l'os, je peux dire. Aller à l'os. Et aller à l'os, ça veut dire quoi? Ça veut dire musicalement prendre 7 instrumentistes qui sont les extrêmes de l'orchestre. Ça veut dire le plus haut, le violon, le plus bas, la contrebasse. Pareil pour les cordes, pareil pour les bois. Avec, clarinette, le corps, le trombone. Et puis une percussion qui est assez complexe, en fait. C'est peut-être l'instrument le plus délicat, parce qu'il a... D'ailleurs, hier, m'a dit qu'on avait un excellent percussionniste, ce qui sera très bien. Donc, pauvre à cet égard, et pauvre également dans l'apparente nudité de la langue. C'est extrêmement simple. Et je pense que ça contribue d'ailleurs à cette puissance de la pièce, c'est cette force poétique. C'est une langue qui est évidemment une langue pas exactement métrée, parce que vous avez des octosyllabes et des décasyllabes, parfois on est entre 8 et 12 syllabes. Bon. Mais à la limite, peu importe, parce que ça donne une espèce de liberté. On est proche du vers libre. Voilà. Mais surtout, le plus important, c'est cette musique. Cette musique qui fait que par assonance, et par jeu et par retournement. D'accord ? Par exemple, le son, toutes les cordes y sont. D'accord ? Fini, fin. Enfin, toute cette espèce de rapport très ludique, de comptine finalement à la langue, qui fait que la langue est retournée, renversée, pas seulement par le diable, mais y compris par le conteur, et que on est dans une langue qui relève de la ritournelle, qui elle-même est musicale. Voilà, qui nous emmène, et par ses échos, ses assonances constants, qui fait que, voilà, on est pris dans cette parole-là. Et c'est une parole, d'ailleurs, qui, sous son apparente simplicité, si vous regardez attentivement, emprunte à toutes les langues. Il y a la langue des paysans, il y a la langue, évidemment, des marchands, d'accord, à vue, etc., à terme. Il y a la langue des soldats, il y a la langue piqueur, etc. Vous avez différents univers, et ces langues-là, finalement, c'est ce qui fait le décor. Parce que le décor, il n'y en a pas, évidemment. Enfin, c'est censé être un théâtre qui se fait avec littéralement rien. Théâtre de tréteau. Alors, là aussi, sur cette notion de mythe, ce qui me paraît passionnant, c'est l'abstraction de la pièce. Un pays, un soldat rentre chez lui, un royaume, un autre pays, le roi de ce royaume-là, d'accord, le soldat. Alors on devine qu'il va s'appeler Joseph parce qu'il a un Saint Joseph, qui est son saint à lui, mais il donne son nom une seule fois, il donne le nom au moment où il ne va pas être reconnu, comme c'était la dernière chose de son identité. D'ailleurs, 2 ans plus tard, on mettra sous la tombe le soldat inconnu. Voilà, soldat qui n'a plus le nom, qu'on ne reconnaît pas. Donc, cette espèce de perte du nom du soldat, mais il dit son nom pour ne plus l'avoir, en fait. Il a disparu. Donc c'est le soldat, c'est un archétype. La princesse, archétype. Le diable, Satan, il a un nom, mais archétype, etc. Le client, le soldat, archétype. Le roi, que des archétypes. Donc, on est dans des personnages qui sont canoniques, et ce qui fait qu'on arrive à une dimension éminemment symbolique, évidemment. Et là où c'est très fort, c'est que ces symboles sont incarnés. Ça pourrait être simplement des symboles abstraits, et on aurait l'impression d'une espèce de thèse. Or, ça n'est pas le cas. Ce sont des symboles incarnés. Et c'est ce qui fait la puissance des mythes, les symboles incarnés. Voilà. Don Juan, héros du désir, éminemment incarné, ô combien, héros de la chair. Donc, on est véritablement là dans quelque chose qui fait que ces personnages, eh bien, à la fois sont de chair, et ça, c'est lié aussi au régime de parole qui est extrêmement fin. Et que le narrateur raconte, évoque, d'accord, il nous emmène, et il a une relation extrêmement souple, extrêmement fluide avec le soldat. Il parle pour le soldat, donc il dit « je », il dit la parole du soldat, il dit « il » pour le soldat, et puis, casse-lui les reins, il s'adresse au soldat. Donc il parle au soldat aux 3 personnes, à la première, à la deuxième, à la troisième personne. Et c'est là aussi remarquablement écrit, parce que, comme vous voudrez, c'est comme vous voudrez, c'est-à-dire que comme vous voudrez dit d'abord le soldat, à la fin du diable,
D'accord? C'est comme vous voudrez, et il s'en va, et donc reprise de flambeau. Ça veut dire que pour que ça marche, et moi c'est ce qui m'intéresse en termes évidemment théâtral et de direction d'acteur, il faut que ce soit totalement tuilé. C'est qu'il faut qu'on ait l'impression d'être comme dans un rêve, emmené d'une chose à l'autre, qu'il n'y ait pas de régime de rupture, ce qu'on avait pour le coup vraiment réussi avec Raïm. C'est-à-dire que il faut que entre ce qui est joué, ce qui est dansé, ce qui est parlé, ce qui est évoqué, et là c'est une première étape de travail, mais j'espère qu'on en aura une deuxième pour encore aller plus loin. Mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit totalement comme ça, fluide et organique, parce que la pièce est écrite comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on atteint, à mon avis, quelque chose de mythique. Ça veut dire que on est comme dans un rêve. Et on passe de ce qui est montré, et sur un geste, sur une chose, ben voilà, c'est joué, et puis hop, c'est en retrait. Donc ça, on va vraiment essayer de le respecter au mieux, pour que ce soit le plus puissant possible. Euh, donc il y a une forme d'intemporalité, je l'ai dit, ce qui fait que cette intemporalité, elle permet le régime du fantastique. C'est quoi le régime du fantastique? Vous savez, je dirais même le merveilleux d'ailleurs, à vrai dire. C'est qu'il y a cette figure du diable, et que, évidemment, à travers le violon, ce qui est négocié, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est-à-dire le sens de la vie. Tu m'as pris l'essentiel. C'est-à-dire que le mot d'âme n'est jamais prononcé, alors qu'à la différence de Faust, c'est dit. Hein. Enfin, dans de très grands mythes, par exemple Dorian Gray, très précisément, au deuxième chapitre, si ce tableau pouvait vieillir et porter les marques euh, de ma décrépitude, et moi, si je pouvais rester jeune pour toujours, pour cela, je donnerais tout, je donnerais mon âme. My soul. C'est dit. Bien. Dorian Gray, la peau de chagrin. La peau de chagrin, même chose. Ça veut dire que je vais vouloir pouvoir avoir tout ce que je veux, la peau va réduire, je donne mon âme. Ça veut dire que c'est notamment dans tout le courant romantique, si vous voulez. Aussi, fin 19e, fin 18e avec Faust, jusqu'à voilà, fin 20e, fin 19e, disons. Voilà, tout ce grand siècle-là du fantastique, d'accord, qui va jusqu'à Wilde, qui passe par Hoffmann, etc. Constamment, c'est clairement dit que c'est l'âme. Or là, et c'est pour ça que je trouve ça encore plus intéressant, il a perdu l'essentiel, mais qu'est-ce que c'est que l'essentiel? En fait, l'essentiel, c'est le goût de vivre. C'est ce qui va lui venir après, ça veut dire qu'il a perdu la reconnaissance des autres, il a perdu le sens de son existence. Sens de l'existence qui se pose sur une question, est-ce que c'est être, est-ce que c'est avoir? Première polarité. Être ou avoir. Être ou vouloir. Je veux tout, je peux tout. Ça, c'est le premier axe de dimension. Le deuxième axe, et c'est à mon avis absolument essentiel, c'est un axe du temps. On ne peut pas à la fois être et avoir été. Juste à moment du grand choral à la fin. Donc, or, ce que va vouloir in fine le soldat, c'est être et avoir été. Je veux tout, je n'ai rien. Alors, est-ce que c'est une morale de la modestie ou de la résignation, il ne faut pas tout vouloir, il ne faut pas trop vouloir? En tout cas, il ne faut pas tout vouloir en même temps. De bonheur, c'est un de trop, dit le conteur à la fin. Donc, on est véritablement sur les grands thèmes du fantastique, c'est-à-dire, en effet, ce sens de l'existence, et qui pergagne, ça veut dire qu'est-ce que je donne pour avoir autre chose, et donc où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Et là où ça prend un revers de très nombreux mythes, c'est dans cette espèce d'éthique de la perte qui va, et c'est le seul moment de dialogue entre le conteur et le soldat. C'est-à-dire, vas-y, casse-lui les reins, il te tient parce qu'il a de l'argent. Perds tout. Perds tout. Et plus il perd, et plus il gagne. Et il regagne l'essentiel. Ça, c'est assez rare. Ça veut dire que par rapport aux autres mythes, ce sont des mythes d'accumulation. Dorian Gray accumule les vices, les expériences, Faust accumule les possibilités. Là, et c'est pour ça que, en termes dramatiques, on a vraiment des rebonds. Euh, Avant le dernier, la chute ultime, il a tout perdu, ce qui lui a permis de tout avoir, par une espèce de chemin de dépossession. Donc évidemment, c'est un cheminement initiatique, ça va de soi. C'est une initiation. C'est que ce personnage commence par être dans une naïveté, il traverse, il reçoit un moment de tentation, il cède à la tentation sans en avoir conscience, il y a cette épreuve de vérité de ce qu'il a perdu, c'est-à-dire en fait lui-même, son identité, le sens de son existence. Il y a une métamorphose après cette mort, donc un devenir. Cette métamorphose, il la rejette à nouveau, donc il passe à un nouveau degré, encore il se transforme en autre chose. Il y a une nouvelle épreuve, une nouvelle confrontation avec le diable, il se dépouille de tout, et in fine, et c'est pour ça que, comme beaucoup de mythes, ce mythe est tragique, c'est pas il vécu heureux et beaucoup d'enfants, hein, la princesse, là, en l'occurrence, c'est qu'il rechute.
Il rechute. Et donc il perd, comme Orphée Eurydice, ça veut dire qu'il est revenu en arrière. Et vouloir revenir en arrière, et on va voir que dans la construction même musicale de la pièce, la deuxième partie, et son retour en arrière, là c'est justement le fait de vouloir revenir en arrière, fait qu'il a tout perdu. Donc on est dans un cheminement véritablement initiatique de ce personnage, et cette logique-là nous fait passer en fait par finalement, on n'est plus ni simplement dans la petite histoire qui serait l'histoire voilà de n'importe quoi Emma Bovary, enfin c'est des belles histoires, mais si vous voulez c'est une histoire éminemment singulière. On n'est pas non plus dans la grande histoire de la Première Guerre mondiale, d'un soldat, etc. Mais on est dans une histoire que je dirais essentielle. Donc cette histoire du soldat, c'est l'autre terme, contre qui se bat le soldat. D'abord, c'est le soldat, donc l'archétype. C'est pas l'histoire d'un soldat, c'est pas le retour de Martin Guerre, c'est pas le colonel Chabert, d'accord. C'est le soldat. Bon. Et c'est le combat pour déterminer sa vie. Et cette histoire, eh bien, on pourrait appeler ça le mythe, en fait. Voilà. C'est un mythe, véritablement. Cette avancée-là, elle passe par 3 mondes successifs. Le premier monde, c'est le monde paysan. Ça, j'appellerais le monde 1. Le monde 1, c'est ce monde paysan où vous avez le clocher, le village. C'est un monde de l'interconnaissance. Ça veut dire que tout le monde se connaît. Vous me reconnaissez bonjour Madame Chapuis, etc. C'est un monde à échelle humaine. Hein, c'est le monde des villages. C'est le monde avant la grande industrie, avant les grandes villes. C'est un monde avant l'exode rural, un monde d'avant la Première Guerre mondiale, exactement. Bon. C'est un monde où on vit à une petite échelle en proximité, sous le clocher, entre la terre. Donc voilà, c'est ce monde traditionnel, c'est le temps long dont parle Brodel, qui a duré pendant près de 2000 ans. C'est véritablement, avec ses rituels, avec sa superstition, son Saint-Joseph, avec voilà, ce monde qui est avant la catastrophe qu'on peut appeler industrielle ou moderne ou contemporaine, etc. Enfin, catastrophe pour ce monde-là, puisque c'est évidemment des ruptures d'équilibre ancestraux. Mais je parle de monde 1 ici, c'est un monde, ce monde de la Terre, qui, comme le disait le maréchal Pétain, ne ment pas, n'est-ce pas? Donc voilà, ce monde qu'on regrette avec une dimension un peu archaïque. En fait, il vient après un monde 0, qui est un monde qu'on ne voit pas, qui est le monde du front. Un soldat rentre chez lui. Ce dont je parlais, ça veut dire que c'est le monde qu'on ne verra pas, le monde du front, mais c'est le monde de la guerre qui est l'espèce de contrepoint de ce monde 1, de ce monde paysan, ce monde de la ruralité. L'ami, il y a la mère aussi, il y a la fiancée, 2 enfants. Bon, donc, voilà, la famille à la fois horizontale, la famille verticale, etc. Ça, c'est le monde 1. Le monde 2, c'est le monde marchand. Le monde marchand, c'est le monde du capitalisme. Ce capitalisme, si vous regardez attentivement, il prend toutes les formes dans la pièce. Ça veut dire les objets, marchand d'objets, puis marchand tout court, puis il n'y a plus d'objets, il est dans le temps, c'est-à-dire la spéculation. Et si vous regardez ce qui est listé, des bateaux, donc capitalisme maritime, capitalisme mobilier, les objets, capitalisme financier, livre à vue, livre de compte, etc. Bon. Donc, ce monde-là de la spéculation, ce monde marchand, c'est un monde où, puisque tout se paye, rien n'a de valeur. Puisque tout a un prix. Donc tout s'achète. Tout s'achète. Tout s'achète, sauf, à la fin, ce violon, combien au diable déguisé en femme, eh ben, précisément sauf l'essentiel. J'ai tout, ils n'ont rien. Au début, pense le marchand, dans son espèce d'apogée, 500 000 francs, etc. Le téléphone, qui est la seule mention industrielle, hein, parce que si vous regardez auparavant, il y a les calèches avec mes chevaux. Ma voiture, c'est une voiture à chevaux, hein, c'est pas une voiture automobile. Donc on est passé effectivement dans un monde où on traverse des grandes distances. Bon. Et donc, dans ce monde-là, il y a la possibilité de tout transformer en argent, sauf le bonheur. Et le bonheur de cette contemplation lorsque le marchand se promène et voit des gens qui jouent, des enfants qui jouent, capitaine russe, etc., des amoureux, voilà. Et pourtant, il a tout. Et ce n'est pas le fait qu'il n'a pas de femmes, c'est qu'il a des femmes. D'ailleurs, si vous regardez dans l'évolution des figures féminines, il y a la fiancée mariée 2 enfants, donc la femme qu'il a perdue, ça c'est un classique du retour du soldat, il revient, sa femme n'est plus là. Ensuite, il a femme,
femme, bateau, objet, dans la liste des possessions, donc il y a dans un rapport de possession. Et puis il y a la princesse, où là on est évidemment dans l'archétype de l'amante, de l'amoureuse du conte. Donc ça veut dire la fiancée traditionnelle du monde rural, les femmes du capitaliste du marchand qui peut tout acheter, et puis la princesse, parce que le monde auquel on est venu, dans ce troisième monde, après le monde du livre de contes, le livre ayant remplacé le violon, et le livre, en fait la batterie c'est à la fois, c'est pour ça que c'est intéressant, le soldat, et c'est le martèlement du boulier, quoi. C'est le conte. C'est cling, 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 c'est l'argent, enfin c'est comme Money, Dire Straits, c'est cling, 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 cling. Bon. Et le troisième monde, eh ben, c'est le royaume. Et c'est très intéressant, et c'est pour ça que c'est remarquablement écrit aussi, c'est que alors qu'on est allé en avant dans le temps, si vous voulez, même si le capitalisme a commencé au XVIe siècle, mais on est passé de ce monde traditionnel à ce monde capitaliste, et puis, comment est-ce que, à la fin de la première partie, le soldat va trouver une échappée? Eh bien, en remontant dans le temps. C'est-à-dire qu'il passe d'un temps qui serait un temps historique à un temps mythique. C'est-à-dire en passant au conte. Un autre pays, le roi de ce royaume de Sauron. Donc on est entré dans un autre, et là la dynamique va être complètement différente. Elle est y compris musicalement, parce que si vous regardez la structure musicale de la première partie, vous avez 3 musiques qui reviennent, et qui constamment les unes après les autres. Donc ça veut dire qu'on n'arrête pas de faire retour. D'accord. Ça commence avec la marche du soldat. Ensuite, on a au violon les petits airs du ruisseau. Ensuite, on a la musique, la pastorale, c'est la déploration à 3, d'accord, lorsqu'il se rend compte qu'il a tout perdu. Puis, non, pardon, ensuite, vous avez la marche à nouveau. Donc, bref, vous avez ces 3 musiques qui reviennent. Alors qu'après, dans la deuxième partie, aucune musique ne revient. Ça ne fait qu'avancer. Vous avez la marche royale, vous avez le petit concert, vous avez les 3 danses, vous avez le petit choral, vous avez la danse du diable, vous avez le grand choral. Donc ça veut dire qu'on est entré dans une autre temporalité, et c'est une temporalité narrative du conte qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Voilà. C'est autre chose. On n'est plus dans le temps de l'histoire avec ces allers-retours. Ce troisième monde-là, il s'achève sur quoi? Il s'achève sur tout là-bas. Je voudrais revenir tout là-bas. Tout là-bas, c'est le pays d'avant. C'est-à-dire cette espèce de fantasme du retour en arrière. C'est que celui qui est devenu le prince, ce n'est jamais dit qu'il est devenu prince. Mais quand on épouse la princesse, on devient le prince. Bon. C'est sous-entendu, ça fait partie des silences du texte qui, à mon avis, résonnent. Ce prince-là, donc, parce qu'il veut redevenir enfant, c'est-à-dire retrouver sa mère, eh bien, il transgresse littéralement la frontière, et donc il perd tout, il est emmené par le diable. Fin sur un triomphe du diable. Bon. Donc, un monde avec des frontières, et ces frontières-là font que, y a une chute. Ça veut dire que, si on regarde justement le rôle du diable dans cette aventure, canoniquement, le diable, c'est évidemment celui qui tente, celui qui séduit, littéralement celui qui détourne, hein. Séducteur, c'est celui qui détourne du chemin. Et comment est-ce qu'il le fait à chaque fois? Il le fait par l'argent. Dans le premier cas, donnez-moi votre violon. Non, vendez-le-moi. Il ne m'a coûté que 10 francs. Ce que c'est quand même, changez-le-moi contre de l'or, etc. Donc, d'abord, c'est par la vente, par le fait qu'il achète le violon, premièrement. Il donne le livre de comptes, qui est donc une manière de transformer complètement le soldat et de le mettre dans le monde et la logique de l'argent. Puis, il lui propose, et c'est évidemment une forme de persécution, de lui vendre le violon, qui littéralement n'a pas de prix. C'est pas qu'il n'a pas de prix, c'est qu'il n'a plus de sens, il n'a plus de valeur, puisqu'il disparaît. Il ne donne plus rien, parce que justement, ça ne peut pas s'acheter. Et enfin, quatrième étape, avec le diable, le jeu. Jouer pour de l'argent. Donne tout ton argent. Donc que ce soit par la vente, que ce soit par la formation, que ce soit par l'achat, tentation, et que ce soit par le pari, par le jeu, c'est toujours par l'argent. Ce qui est vraiment, et c'est vraiment un point de vue, c'est un peu comme Genot et beaucoup d'autres, c'est un point de vue de quelqu'un qui considère que l'argent est la perdition contemporaine. D'ailleurs, le texte de Peggy l'Argent date juste avant, qui dit que c'est la fin du monde où il y avait des valeurs qui étaient posées, qui étaient la famille, l'amour, etc. Bon. De toute façon, Balzac avait déjà fait le même constat.
Avec l'argent, on peut tout détruire, y compris la famille. Donc, pardon ? Zola aussi. Zola aussi, exactement. Voilà, Zola, c'est encore plus radical, parce que le capitalisme est encore plus violent, bien sûr. Donc, voilà sur le parcours le parcours des mondes. Et cette manière de poser l'argent au centre, qui est amenée aux soldats, c'est évidemment par contrepoint pour faire ressortir cette question essentielle du prix de la vie. Voilà. Quel est le prix de la vie ? Quelle est la valeur de la vie ? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un prix sur toutes les choses ? Donc, que faire pour donner de la valeur, du prix à sa vie ? C'est cette question de la valeur qui est centrale. Et comme elle traverse à la fois la question, elle est prise au sens à la fois de la valeur financière, de la valeur morale et de la valeur existentielle. Donc, c'est un grand mythe de la valeur, cette histoire du soldat. La valeur de la vie en particulier. Tout ça sous des airs de mine de rien, avec cet instrument. Il faut l'écrire, hein. C'est évidemment admirable. Alors, si on regarde maintenant la structure de la pièce, il y a 2 parties. Et la première partie, avec notre trio, donc on a un trio féminin, les 3 femmes dont j'ai parlé. On a un trio masculin d'adjuvants avec l'ami Louis qui est là pour ne pas reconnaître. On a le collègue soldat. Et puis le 3e adjuvant le plus puissant, c'est le roi, évidemment, chacune des étapes, qui lui peut tout. Et puis on a donc le conteur, le diable, le soldat. Donc on a 3 x 3. Comme dans beaucoup d'histoires, d'ailleurs, vous prenez le roi Lear, il a 3 filles, Shakespeare, le marchand de Venise, il a 3 coffrets, enfin cette espèce de motif 3 est évidemment un motif de conte. Donc dans la structure, on a dans chacune des 2 parties 3 temps. Premier temps, on a le retour au pays. La première partie pourrait s'appeler le retour au pays, une volonté de revenir. Bon. Ce retour au pays se fait, premier temps, par le détournement du soldat. C'est que le soldat, ça c'est le premier temps de cette première partie, le soldat, et à chaque fois, il y a la musique et ensuite le texte. Donc le détournement du soldat, et dans ce détournement du soldat, vous avez un premier temps qui est la halte du soldat. Ça commence par la marche du soldat. Voilà un beau pays, et il s'arrête, il fait halte en regardant ses affaires. C'est une manière de poser le soldat dans tous les sens du terme. De le poser, ça veut dire de le présenter, de lui faire une halte. Donc dans ce premier temps sur le détournement du soldat, vous avez deuxième sous-temps qui est l'arrivée du diable. Et le diable, qui vient juste après la musique, d'accord, sur le ruisseau, où vous avez le violon qui est essayé, donc une espèce de... Eh bien, le diable vient faire tentation, faire séduction, et littéralement détourner le soldat de son retour. Il le détourne d'abord par l'achat du violon, et il le détourne dans le temps. Ça aussi, c'est quelque chose. Comment est-ce qu'il paye le diable ? Comment est-ce que le diable paye le soldat ? En nature. Tu seras logé, nourri, blanchi, la cuisine est au beurre, etc. Donc, bref, c'est parce qu'il donne au soldat que le soldat se détourne. Donc ça, c'est la première partie, donc le détournement du soldat. Puis, deuxième temps dans cette première partie, vous avez la perdition du paysan. Pourquoi je dis la perdition du paysan ? Parce qu'il revient à son monde paysan, avec son clocher, sa femme, etc. Bon. Donc là, on reprend la marche du soldat. Il arrive. Ah, enfin, on est chez nous. Et là, non-reconnaissance. C'est-à-dire le fait qu'il est littéralement mort. Je suis un fantôme, je n'existe plus. Deuxième apparition du diable, et après la séduction la première fois, cette deuxième apparition du diable, là, c'est la métamorphose, la formation. D'abord, utiliser l'obéissance du soldat pour le transformer. Enlève ta vareuse, mets ton veston, range ton sabre. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de l'existence, du costume, de l'identité du soldat, il le métamorphose en autre chose par cette obéissance. Et qu'est-ce qu'il fait ? Comme le font beaucoup de tyrans, il transforme le sujet lui-même en tyran. C'est-à-dire qu'il va faire de ce soldat un marchand, quelqu'un qui lui aussi va donner des ordres. D'où le troisième temps de cette première partie, qui commence à nouveau par la musique du ruisseau, c'est-à-dire l'espèce de tristesse d'avoir perdu l'essentiel, le violon, et c'est l'ascension, l'apothéose du marchand qui a tout, qui vend tout, etc., qui peut tout, sauf qu'arrivé à cet acmé, eh bien, il s'aperçoit qu'il a perdu l'essentiel, j'ai tout, je n'ai rien, ils ont tout. Troisième apparition du diable, cette fois-ci déguisé, et le diable qui vient sous une forme de persécution, de raillerie, c'est-à-dire lui donner
à acheter tout ce dont le soldat ne veut pas, parce que le soldat ne veut pas, tout le monde n'a pas envie, et en montrant qu'il ne peut plus avoir l'essentiel, à savoir le violon. Conclusion, lorsque le marchand se défait de tout, déchire le livre et donc rejette son état de marchand, on revient à la musique du violon, c'est-à-dire à la musique du ruisseau. Fin de la première partie. Et là, on part vers un autre pays. Deuxième partie, ce serait l'accès au royaume. C'est ça l'enjeu. L'enjeu de la première partie, c'est le retour au pays. L'enjeu de la deuxième, c'est l'accès au royaume. Cet accès au royaume, il a donné par exemple le château de Kafka. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on pourra un jour arriver au château? Est-ce qu'on pourra, devant la loi, est-ce qu'on pourra traverser les portes? Là aussi, cette question de l'accès qui est dans beaucoup de contes. Est-ce que j'accéderai à la princesse? Vous avez ça dans de nombreuses quêtes. Donc on est passé sous un autre régime. On est passé du retour, on est passé sous les d'Ulysse, en quelque sorte, à Lancelot. On est passé de celui qui veut rentrer chez lui, trouver son équilibre, à la quête de quelque chose. Alors quête qui d'abord ignore son nom, puisque voilà, la taverne, etc. Donc cette quête est provoquée, c'est d'ailleurs très souvent le cas dans des quêtes. Regardez Frodon, il est tranquille chez lui, on lui dit tiens, il faut que tu ailles jeter cet anneau pour sauver le monde. Donc la quête, elle vient de l'extérieur. Là, la quête arrive par l'annonce des tambours du roi, et puis par cet autre soldat collègue qui vient de donner. Donc là, le premier temps de cette deuxième partie, sur l'accès au royaume, c'est le pari du prétendant. Le prétendant, celui qui va prétendre accéder à la princesse, comme dans un tournoi, on essaie de mériter par des épreuves, par des exploits. Je vais chez le roi, marche royale. Là, le jeu, en quelque sorte, avoir l'aide, une aide qui serait une aide fantastique du destin, pour essayer de deviner l'avenir. Apparition du diable, pour contrer, en disant « Je te barre, je suis arrivé avant toi ». Et le retournement, c'est que cette fois-ci, grâce au narrateur, qui joue le rôle de bon génie, en quelque sorte, dans cette histoire par rapport aux soldats, vas-y, casse-lui les reins, et donc la recette, c'est-à-dire de tout perdre au jeu, de jouer pour perdre, et de ne pas jouer pour gagner. Si bien que le diable s'écroule, et on arrive au deuxième temps de cette deuxième partie, c'est-à-dire la conquête de l'amoureux. C'est d'abord le fait que, dans le petit concert, on est sorti de la mort, on va vous sortir de la mort. Là, c'est le projet de conquête qui est formulé par le soldat, de façon assumée, maintenant qu'il s'est débarrassé du diable. Il a passé un cap, il n'est plus dans la question de l'incertitude, de l'indétermination, il n'est plus à recevoir son identité d'un autre, il n'est plus à essayer d'espérer un autre appui, il est véritablement dans un processus d'héroïsation, c'est-à-dire de prendre en main son activité, et donc je vais maintenant, moi, aller conquérir la princesse. Ce qui donne, dans ce deuxième temps sur la conquête de l'amoureux, ce qui donne les trois danses, qui sont trois étapes successives de séduction, le tango, la valse, le ragtime, trois temporalités, trois univers, tango argentin, la valse viennoise et le ragtime américain. Donc trois univers, trois temps, trois mondes, et par cette traversée et des rythmes et des univers, il y a une espèce de synthèse qui aboutit, en fait, qu'il obtient le prix, et ce prix, c'est effectivement la princesse. Survient, c'est le deuxième temps de ce deuxième moment sur la conquête de l'amoureux, survient le diable, et là c'est une pantomime, il n'y a pas de texte, qui pousse des cris, etc., et fou de rage, et la réponse, et c'est la seule fois où la musique suit une action, normalement c'est musique puis texte, là cette fois-là on a l'action puis la musique, la danse du diable, c'est-à-dire la musique qui est faite pour que le diable soit possédé littéralement par le violon. Mais ça ne s'arrête pas là. Dernier temps, troisième temps de cette deuxième partie, c'est la chute du prince. La chute du prince, parce que il veut concilier la mort et l'enfant, en quelque sorte. Donc, ça commence par le petit choral, qui est le moment d'union, de fusion entre le prince et la princesse, entre le soldat et la princesse, et qui donne tout de suite lieu, de façon abrupte, à la mise en garde du diable. Si vous sortez, si vous traversez cette frontière, eh bien, vous serez perdus tous les deux. Retour à la catalepsie, retour à la mort, au sommeil, à la torpeur, à la non-vie, à la non-jouissance, à tout pour la princesse. Enfin, c'est la Belle au bois dormant. Voilà. Elle retombera dans un état qui est proche de la mort, et le soldat, eh bien, sera damné. Réponse à cela, le grand choral, on ne veut pas être et avoir été. Là, c'est la morale, et c'est une des seules fois où il y a alternance texte-musique, où la musique pour le narrateur n'est pas exactement sur le texte. Là, il y a une espèce d'effet de point d'orgue. Et ce moment-là, c'est le moment de l'ultime tentation qui vient par la danseuse. Emmène-moi, je ne te connais pas,
Et donc on est passé dans un registre amoureux, mais ce désir-là, c'est un désir en fait de tout avoir dans le temps. C'est-à-dire d'avoir tous les temps ensemble. Et ce que veut dire avoir la mère et la fiancée, enfin la mère et la femme, c'est pas simplement d'avoir deux femmes, c'est d'avoir toutes les temporalités de la femme, d'avoir tous les temps. Nous, on ne peut pas être et avoir été. Donc l'un des enjeux fondamentaux, c'est le temps. Voilà. À quel temps être? À quel temps suis-je? Et voulant tous les temps, eh bien, évidemment, il transgresse, c'est ça la véritable transgression, elle est matérialisée dans l'espace, mais en fait il veut revenir en arrière, je veux aller là-bas, là-bas c'est revenir avant, et j'aurai tout. Et donc il traverse cette borne, et là, marche triomphale du diable, c'est-à-dire chute du soldat. Voilà le parcours, et c'est cette histoire qu'on va raconter. Ça va ?